8h15 et c'est Luc Ferry qui est l'invité d'Audrey Crespo-Mara ce matin. Bonjour à tous, bonjour Luc. Bonjour Audrey. Heureuse de vous retrouver. Moi aussi très. Comment ça va? Un peu le tournis avec toutes ces réformes de Macron. Mais d'abord, on va revenir sur les législatives en Italie. Un jeune chef de gouvernement centriste, Matteo Renzi, a largement perdu les élections face à une coalition de droite et d'extrême droite. C'est une leçon à retenir pour Emmanuel Macron? Oui, je pense que c'est d'ailleurs pas la première leçon, mais pas simplement pour Emmanuel Macron, aussi pour le Front National, pour comprendre ce qui se passe. On a eu l'élection de Trump, on a eu le Brexit, on a vu ce qui s'est passé en Hongrie, on a vu que Alternative für Deutschland en Allemagne, le parti d'extrême droite allemand, a énormément gagné aux dernières élections des voix. Et donc se passe la même chose en Italie. Et j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Mais non, tu te trompes, le Front National est mort ». Mais c'est idiot, le Front National n'est pas mort. Le populisme est en train d'envahir toutes les démocraties occidentales. On l'a vu en Italie de manière explosive. Personne n'avait prévu, personne. Matteo Renzi son parti à moins de 20%, alors qu'il était, il y a 5 ans, encensé dans toute la presse et dans toute l'Europe. On a un très très grand risque. Ça n'est pas parce que Marine Le Pen s'est pris les pieds dans le tapis à l'occasion du débat présidentiel avec Emmanuel Macron que le Front National est mort. Donc le populisme n'est pas... non, je ne crois pas du tout. Non, je crois pas. D'abord, elle a énormément de talent. Elle est... Souvenez-vous de François Mitterrand et de l'affaire de l'Observatoire. Tout le monde disait c'est fini, c'est fini. Et puis, il a été élu 2 fois président de la République. Chirac aussi, Sarkozy aussi. Non, tout ça, c'est de la blague. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui suscite... Ça, c'est très important. Réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui suscite aux États-Unis, en Angleterre ou en Italie, le succès des mouvements populistes? Qu'est-ce qui suscite ça? C'est le politiquement correct. Aux États-Unis, n'oubliez jamais ça, dans l'électorat de Trump. Trump se présentait quand même contre une femme. Bon, et pas n'importe laquelle, Hillary Clinton, qui a aussi beaucoup de talent. Il a été élu contre une femme. Le gros macho a été élu contre une femme avec une majorité de voix féminines dans son électorat. Plus de 55% des femmes ont voté pour lui. Enfin, dans son électorat, il y avait plus de 55% des femmes, pour dire les choses plus exactement. Et donc, le politiquement correct aujourd'hui envahit toute l'Europe, la France tout autant que les autres, sinon plus. Sur des questions d'écologie, le réchauffement climatique, on ne peut plus rien dire. Sur le féminisme, on est tétanisé d'angoisse. Sur l'islamisme radical, on se prend un Gabon Awards dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas. Ou un procès comme mes amis Jeannette Bougrab ou Pascal Bruckner, à qui on a fait des procès simplement parce qu'ils avaient dit la vérité. Et donc, dans tous les sujets aujourd'hui, le politiquement correct est en train d'envahir la vie française. Et le résultat, c'est toujours le même. Ce sont les populistes, ceux qui soulèvent le couvercle, qui finissent par l'emporter. C'est très grave ce qui se passe aujourd'hui. Donc oui, la leçon de l'Italie doit être retenue par la France. Oui. Et l'Italie, avec cette coalition de droite et d'extrême droite, telle qu'on l'a vue, est-ce que vous pensez, ou pas du tout, que c'est envisageable en France, c'est-à-dire une alliance Laurent Wauquiez avec Marine Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen, ou voilà, si on transpose? Ça, c'est les âneries de la presse. Wauquiez est très clair sur le sujet. Il n'y aura jamais d'alliance avec le Front National. Wauquiez sait très bien, il sait très bien que c'est mortel pour la droite républicaine de s'allier avec le Front National. Et du reste, son intérêt, c'est de récupérer le plus possible la droite républicaine, le centre-droit. Mais il a au fond exactement la même stratégie que Sarkozy en 2007, c'est-à-dire d'un côté siphonner autant qu'il est possible l'électorat du Front National, bien sûr, et ce que Sarkozy avait tout à fait en tête, et à juste titre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voté pour lui en 2007. Je trouve que c'était très juste comme stratégie. Et puis de l'autre côté, malgré tout, avoir évidemment le respect de la droite libérale. Donc c'est un pari très difficile à tenir parce que ça paraît contradictoire, mais c'est l'équation à résoudre. Et on peut penser que le centre-droit et la droite libérale sont plus macroniens ils sont macronisés aujourd'hui de manière évidente. C'est-à-dire que toute la droite libérale, fédéraliste, pro-européenne est tentée. Et c'est-à-dire le but des réformes de Macron aujourd'hui, c'est de récupérer cette droite-là. On dit donne le tournis parce qu'il y a des réformes sans arrêt, mais la seule finalité de ce tournis de réformes, c'est de récupérer la droite libérale et pro-européenne, évidemment. C'est de casser la droite en deux. Alors, ce tournis de réforme, justement, cette semaine, le président a présenté sa réforme pénitentiaire, sa réforme en faveur des droits des femmes, après avoir présenté sa réforme des institutions, sa réforme de la formation professionnelle, sa réforme de l'assurance chômage, sa réforme du bac, sa réforme de la SNCF, sa réforme des limites de vitesse sur la route. Bon, il multiplie les réformes et il veut agir vite. Est-ce que c'est une mauvaise idée, franchement? Vous avez 2 lectures. Il y a une lecture naïve. Ah, c'est formidable. C'est un peu celle vers laquelle votre question se dirige. Non, mais c'est pour
pour ça que je dis votre question va dans ce sens-là, mais pas forcément vous. Il y a la lecture naïve, disons macronienne, qui consiste à dire c'est formidable, on a enfin un jeune homme qui fait les réformes, c'est merveilleux. Ah, ce que la droite n'a pas fait, eh bien Macron le fait, c'est merveilleux. Alors la gauche n'aime pas, mais comme elle est morte, c'est pas très grave. Le PS n'existe plus en ce moment, donc Macron peut se permettre de faire des réformes libérales. Et ça, c'est la lecture qui séduit la droite libérale pro-européenne. C'est ça qui fait que mon ami Jean-Pierre Raffarin ou Juppé ou les centristes de l'UDI ou Bayrou vont vers Macron parce qu'ils se disent voilà, enfin un président qui fait les réformes que la droite n'a pas osé faire. Et puis vous avez une autre lecture qui est moins naïve à mes yeux, et qui est plus politique, et qui observe que d'abord les réformes sont toujours des demi-réformes ou des tiers de réformes. Par exemple sur la SNCF, c'est très clair, le statut des cheminots, on n'y touche que pour les nouveaux entrants, et beaucoup plus tard, on ne connaît pas encore la date. Les petites lignes déficitaires, comme c'est très impopulaire, y compris à droite, on n'y touche pas. Supprimer les petites lignes déficitaires, il y a quand même 50 milliards de dettes de la SNCF. Si on voulait vraiment faire une réforme qui réduise la dette de la SNCF, il faudrait toucher aux petites lignes déficitaires. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Il y a l'assurance chômage qui était censée être pour tous, qui est plus finalement pour 20 à 30 000 personnes. Voilà. Et puis à les chaque prisons, fois, les places supplémentaires, c'était 15 000, finalement c'est 7 000. Voilà, et puis en plus, bon, c'est une réforme Taubira qui n'est pas forcément grandiose. Mais enfin, peu importe. À chaque fois, il y a une bonne idée, puis finalement, c'est une demi ou un tiers de réforme. Bon, maintenant, à quoi ça sert tout ça? Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que Édouard Philippe et Emmanuel Macron affichent volontairement l'idée qu'on va passer par ordonnance quand on peut passer par ordonnance. Par exemple, sur la SNCF. Pourquoi passer par ordonnance? Ça fait 50 ans que la SNCF accumule les déficits. Pourquoi gagner 6 mois? Alors, quel est le but de l'opération, si vous y réfléchissez un peu sérieusement à fond? C'est évidemment de casser la droite en deux et que la droite centriste, libérale, pro-européenne se dise, voilà, il n'y a aucune raison de rester chez Wauquiez, allons chez Wauquiez qui ressemble un peu au Front National, tout ça n'est pas très clair, allons directement chez Macron, la droite en a rêvé, Macron le fait, allons-y. Donc le but de l'opération, évidemment, Macron, qui d'ailleurs multiplie les dîners, les déjeuners, comme Édouard Philippe, avec des élus LR, ce qui est tout à fait intelligent de leur part. J'analyse simplement, c'est pas une critique, j'analyse. Eh bien, le but, c'est de casser la droite en deux pour gagner la prochaine élection. Le but de ce tournis de réforme, c'est pas tellement de réformer la France. Bah, si on peut le faire au passage, tant mieux. Mais c'est de faire en sorte que la droite soit cassée en deux, et pour l'instant, ça marche quand même relativement bien. Mais il réforme quand même la France. Un tout petit peu. Très peu. En fait, à part la flat tax de 30% sur les revenus du capital, qui est une vraie réforme importante, parce que ça va garder les chefs d'entreprise qui seraient tentés d'aller à Londres ou à Bruxelles ou ailleurs, ça les fixe sur le territoire, c'est une très bonne chose. Les réformes de Blanquer, très bien, mais sinon, encore une fois, c'est chaque fois des réformettes ou des demi-réformes. Sur la SNCF, on ne sait pas où ça va. La réforme la plus importante sera la réforme de la formation professionnelle, j'attends de voir, mais pour l'instant, comme il y avait un très bon article de Nicolas Bouzou dans le Figaro sur le sujet, c'est très mal parti. Ce sera là aussi une réformette. Donc, et vous pensez que d'enchaîner les réformes, ça permet de détourner l'attention sur la réforme de la veille aussi? Ça permet... c'est pareil, sur les prisons, ce sont des sujets très compliqués. Par exemple, dire les petites peines, on ne fera plus de prison. Et puis les grosses peines, au-delà d'un an, on gardera la prison. Il y a des petites peines qui sont attribuées à des gens extrêmement dangereux. On l'a vu avec les djihadistes. Et puis vous avez des grosses peines infligées à des gens qui ne sont pas du tout dangereux. Par exemple, un crime passionnel. Une femme a tué son mari ou, parce qu'il l'a trompée ou que sais-je. Cette femme n'est pas dangereuse en vérité. Alors qu'un petit crime de délinquant qui va devenir djihadiste peut être extrêmement dangereux. Donc cette idée qu'il faut regarder au cas par cas est la bonne idée, mais cette idée que mécaniquement, systématiquement, les petites peines, allez, on ne fait pas de prison parce qu'on n'est pas dangereux, les grosses peines, on est dangereux, c'est une idée tout à fait fausse. Alors ce que certains vous reposeront, Luc, c'est qu'aussi, petite réformette peut-être, mais que si Laurent Wauquiez faisait autant de réformes, vous trouveriez ça formidable, non? Pourquoi? Parce que le fait de réformer, le fait de multiplier les réformes... le but de l'opération est de casser la droite, je ne trouve pas ça formidable. Donc je ne vois pas pourquoi le fait de casser la droite... Le fait de chercher à réformer. Non. Bon. Là, ça c'est le discours macronien habituel. Il réforme, laissez-lui la... Non, mais j'entends ça tout. Laissez-lui sa chance. Voyez. Bon, là, ça c'est le discours qui enrobe, c'est le paquet cadeau. Non, le but de l'opération, c'est évidemment de casser la droite en deux. Et je ne cesse de dire que ce qui se passe en Italie, c'est ce qui va se passer en France. Et donc ce que je dis, c'est que on a échangé, je vais être très clair, Audrey, d'une phrase, on a échangé le débat droite-gauche
par un débat centre-extrême. On n'y gagne rien, on y perd tout. En cas d'alternance, il se passera en France la même chose qu'en Italie. Et croire que Marine Le Pen est morte et que le Front National est mort, c'est une absurdité totale. Ils sont plus vivants que jamais. C'est pas parce qu'elle s'est pris le pied dans le tapis, encore une fois, dans le débat, que le Front National, la lame de fond populiste, est morte en France. Ça n'est pas vrai. Et donc, encore une fois, casser la droite, c'est évidemment la logique intelligente qui est en place aujourd'hui à En Marche. Je comprends tout à fait, ils le font très bien, mais pour la France, c'est pas la bonne idée. Pas plus d'ailleurs que de casser la gauche. Moi, je suis pour le débat droite-gauche. Vous êtes pour les oppositions. Absolument. Avant-hier soir, Emmanuel Macron assistait à son premier dîner du CRIF en tant que président. C'est un peu un passage obligé pour les présidents de la République. Sa présence et sa parole étaient très attendues sur la résurgence de l'antisémitisme en France. C'est, dit-il, le déshonneur de la France. Il a raison. C'était le minimum à dire. C'est pas le minimum, là, pour le coup, il a dit ce qu'il fallait dire. Moi, je suis il a dit aussi vouloir lutter contre la cyberhaine. Donc Emmanuel Macron annonce légiférer pour contraindre les opérateurs à retirer dans les meilleurs délais les contenus haineux oui, ça, je n'y du crois web. pas du tout. Vous n'y croyez pas? Non, je ne crois pas à la loi sur les fake news. Je n'y crois pas pour des raisons techniques. Je crois que seuls les opérateurs sont capables de faire quelque chose. Ce n'est pas les législations nationales qui peuvent faire quelque chose. On ne peut pas les y contraindre? Non. Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs. La loi française ne concernera de toute façon que 65 millions de personnes. Enfin, je dis 65, c'est un peu plus que ça, mais si vous supprimez les nourrissons et les personnes qui sont hors d'état de se servir de Facebook. Non, c'est 2 milliards dans le monde, et donc une loi française ne peut pas... c'est vouloir arrêter le fleuve Amazon avec une passoire à thé, ça n'a pas de sens. Mais si les opérateurs veulent faire quelque chose, ils peuvent faire quelque chose, mais il faut regarder comment ça marche. La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas faire quelque chose. Zuckerberg fait semblant de vouloir faire quelque chose, mais leur intérêt n'est pas de supprimer brutalement des sites de rumeurs et de complotisme. C'est pas leur intérêt, parce que c'est aussi avec ces sites-là qui gagnent le plus d'argent. Donc c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Je ne crois pas à la volonté est bonne, évidemment. D'ailleurs, ça séduit les Français, comme toujours. La volonté est bonne, mais technologiquement, c'est pas, à mon avis, ça n'est pas faisable, ou en tout cas très peu, ce sera epsilonesque. Les sites qui... enfin, il faudrait que je vous raconte comment ça fonctionne. Mais enfin, Facebook travaille avec les journaux traditionnels. Par exemple, il y a le site du Monde qui lutte contre les fake news, mais c'est très très peu efficace en vérité. Toutes les études montrent aujourd'hui que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bon, en tout cas, l'idée est bonne, le projet est sympathique, mais si on veut vraiment aller jusqu'au bout de la question de l'antisémitisme, il faut voir que dans nos quartiers, comme on dit de manière très pudique, l'antisémitisme d'un type qu'on dit nouveau, mais enfin ça fait 20 ans que ça augmente, est dévastateur, bien sûr. On a un antisémitisme qui n'est plus celui de l'extrême droite catholique, c'est fini, d'ailleurs ça c'est quand même la bonne nouvelle. Évidemment pas l'antisémitisme hitlérien exterminateur, ça n'existe pratiquement plus, fort heureusement, en Europe, en tout cas certainement pas en Europe de l'Ouest, mais on a un antisémitisme d'origine islamiste qui est extrêmement violent et qui se développe de manière exponentielle dans les banlieues, oui, ça il faut le dire. Et comment vous luttez contre ça? Par l'éducation, par la répression? Par les deux, mais l'éducation morale, elle ne vaut que dans les familles, c'est pas l'école. Quand un prof d'histoire va faire un cours sur la Shoah, dans certains quartiers, il se fait insulter, siffler, il reçoit des colibets, c'est compliqué. C'est dans les familles que ça se joue. L'éducation morale, c'est l'affaire des parents. L'éducation intellectuelle, culturelle, l'enseignement, c'est l'affaire des professeurs. Mais c'est d'abord dans les familles que ça se joue. Et quand dans votre famille, vous avez entendu du racisme ou de l'antisémitisme pendant toute votre enfance, mécaniquement, vous croyez vos parents, quand même dans la plupart des cas, et mécaniquement, vous devenez vous-même antisémite ou raciste. Bon, c'est là que ça se joue. Donc et c'est vrai que ce qui est très, très inquiétant, moi j'en avais parlé beaucoup avec le grand rabbin, avec mon ami Chaim Korsia, qui me disait que dans le 9Q, comme on dit, dans le 93, il n'y a pratiquement plus un élève juif dans les lycées, dans les collèges, les écoles publiques. Bon, et vous avez vu un principal de collège à Marseille, j'oublie son nom, mais qui a écrit ce très beau livre qui s'appelle « Principal de collège ou imam de la République », pardon, j'oublie son nom là, juste maintenant, mais qui raconte comment l'antisémitisme est devenu, a augmenté de manière exponentielle dans les quartiers nord de Marseille, et c'est terriblement inquiétant.
Et Pour c'est vrai que c'est finir, la honte de la France. Macron a tout à fait des raison. honneurs de la France. Pour finir, une question, la question récurrente. Quelle est votre question au bac philo cette semaine, Luc? Ce serait sur la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression comprend nécessairement le droit de choquer? Et je pensais notamment à ce merveilleux sketch de cette jeune humoriste Blanche Gardin, Blanche au Gardin, César, à la cérémonie des que j'ai Césars. trouvé merveilleuse, parce que j'ai trouvé d'abord extrêmement talentueuse, mais surtout extrêmement courageuse, parce que je vous parlais tout à l'heure du politiquement correct qui s'abat dans tous les domaines, l'écologie, le féminisme, l'islamisme, dans les communautarismes, les religions. Le politiquement correct s'abat sur la France de manière effrayante, de manière canadienne et américaine, donc effrayante. Eh bien, elle a osé braver ça, se moquer un peu des actrices à la cérémonie des Césars, et en plus avec un talent fou. Elle a osé un sketch, voilà. Non, mais à partir c'était de l'affaire digne de Weinstein, Desbroches, de Coluche. sur le voilà. viol et sur les actrices qui voilà. couchent pour avoir des rôles. Voilà, et c'était digne des grands humoristes qui n'existeraient plus aujourd'hui, c'est-à-dire de Coluche, de Desproges, de Jean-Yann, qui aujourd'hui seraient alors persécutés même par la justice probablement. Non, c'était digne de ça, et c'était très courageux. En plus, c'était merveilleusement bien fait, parce qu'elle a fait ça en prenant l'air très bête, alors que manifestement, elle ne l'est pas du tout. Et c'était, moi je conseille à tous ceux qui n'ont pas vu la petite séquence d'aller voir sur YouTube ou ailleurs, retrouver ça, c'était génial. Voilà. On est Et d'accord. très drôle et très courageux, c'est exactement, voilà. Ça, c'est la vraie liberté d'expression, c'est de transgresser aussi le politiquement correct, la chape de plomb de l'époque. Merci beaucoup, Luc. La suite de la matinale avec Pascal.